La santé sexuelle, ça inclut pas juste le dépistage des ITSS. Être en bonne santé sexuellement, c'est se trouver dans un état de bien-être physique, mental et social en lien avec la sexualité. Donc, prendre soin de sa santé sexuelle, ça peut se faire de plusieurs façons, entre autres avec Floravie. Floravie, c'est une entreprise canadienne dédiée à la santé sexuelle qui propose des produits pour tout le monde, peu importe votre genre. Elle offre une gamme de lubrifiants, nettoyants et produits pour le bien-être intime qui sont de très grande qualité et hypoallergéniques. En plus, Floravie conçoit tout ça en collaboration avec des professionnels de la santé. Retrouvez leurs produits dans les grandes pharmacies du Québec et dans les supermarchés Avril. Floravie, fier partenaire de Contre toute attente. Ça m'a frappé quand j'étais dans un vol entre Paris et Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Attends, vous allez traverser, tourner à droite. OK, merci. Bonsoir. Pendant mon séjour, j'ai acheté un roman graphique que je suis impatiente de lire. J'ai, dans mon sac à dos, l'histoire d'une huître ou comment j'ai failli rater ma vie sexuelle de l'autrice et illustratrice Kouali Carnago. Pardon. Oui, moi, je suis ici. Oups. Merci. J'ai rien d'autre pour me distraire pendant les 7 prochaines heures que les messages de l'équipage du vol, peut-être les choix de vie de mes voisins-voisines de siège et ce livre. C'est apparemment une œuvre autobiographique dans laquelle l'autrice raconte son parcours rempli de questionnements autour des relations intimes et amoureuses, de la sexualité, des émotions et des douleurs sexuelles. C'est l'histoire de sa quête vers une meilleure confiance en elle-même dans ces sphères-là de sa vie. On traverse les nuages pendant que je parcours les premières pages. J'ai tout de suite l'impression qu'on m'ouvre une porte sur une profonde vulnérabilité. L'autrice nous amène un peu partout. Elle présente ses relations avec toutes sortes de personnes. Ses amis, des crushs, ses parents, des personnes qui lui ont fait du mal, des one night. Elle parle de son apparence physique, de son amour pour la lecture, pour la slackline. Elle dessine aussi des personnages qui représentent des parties d'elle, qui lui parlent, qui se répondent dans sa tête. Il y a une femme sexy dont l'objectif numéro 1, c'est de séduire, une espèce de religieuse très rigide, une femme de la préhistoire qui veut juste avoir des relations sexuelles, puis un petit monstre visqueux qui propage un discours qui détruirait chaque centimètre de l'estime personnelle de quiconque. Tout ça dans un livre dont le titre mentionne clairement la vie sexuelle. Quand je lis la toute dernière phrase puis que je referme le livre, on doit être encore à des kilomètres de Terre-Neuve. L'histoire m'a touchée, fait rire, ça m'a déchiré le cœur plusieurs fois. J'ai vraiment aimé ça, mais j'essaie encore de comprendre ce que j'ai lu. Pourquoi Kouali vivait autant de défis dans sa vie amoureuse, dans sa vie intime? C'est quoi la cause de son mal-être? J'essaie de mettre le doigt sur une réponse claire, max 2. Ça m'aiderait. Ça me rassurerait de comprendre très exactement ce qui a causé ces problèmes-là. Comme ça, je pourrais cibler, spotter de loin. Peut-être même éviter ce qui pourrait moi aussi me faire du mal. Mais je suis pas capable. Il y a eu trop de détails, trop de sentiments contradictoires, trop de personnages pour que ça soit simple, limpide. Puis après, je pense aux recherches que je fais depuis quelques semaines sur la sexualité. Au parcours de toutes les personnes proches ou presque inconnues qui m'ont parlé de leur vie sexuelle. Je me revois à lire, écouter, poser des questions, essayer de faire des liens, de saisir les causes à effet, de débroussailler toutes les infos que j'emmagasine. Puis je me rends à l'évidence que tout ça, c'est compliqué.
que je peux essayer de comprendre, par exemple, les signes qui démontrent très précisément, hors de tout doute, qu'on ressent une pression à pratiquer la pénétration dans nos relations sexuelles, que je peux trouver certaines réponses claires, mais qui vont rester des zones imprécises, grises, puis que c'est correct. À 30 000 pieds dans les airs, les mains sur la 4e de couverture, j'ai comme un sentiment de grand flou, doux. Vous écoutez Contre toute attente, épisode 2, Traces. Dans l'épisode précédent, je nommais que ça m'était souvent arrivé d'avoir des rapports sexuels avec pénétration alors que j'en avais pas complètement envie. Les partenaires avec qui j'ai été en relation m'ont jamais forcé à quoi que ce soit. Je voulais juste vraiment, sincèrement leur faire plaisir, puis pour moi, ça équivalait à pratiquer la pénétration pendant nos relations sexuelles. Mais je savais qu'il y avait des chances que cette pratique-là me fasse mal, fait que je me sentais tiraillée entre deux volontés. Ça sonne pas comme une activité sexuelle à laquelle une personne s'adonne de façon complètement enthousiaste. Hein? Je pense que c'est important de savoir de quelle façon on peut caractériser ce type d'expérience-là avant de continuer. Violence sexuelle. Non féminin. C'est toute forme de violence qui est utilisée pour aller chercher, aller forcer un acte sexuel chez l'autre personne. Donc, c'est pas nécessairement uniquement dans le couple, à l'intérieur de la relation intime que ça se passe. Fait que là, on est plus dans le viol, l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, l'inceste, le trafic sexuel, toutes les formes de grosses violences sexuelles. Natacha Godbout est psychologue clinicienne et professeure au département de sexologie à l'UQAM. Elle fait principalement des recherches sur les impacts des traumas relationnels et sur le fonctionnement sexuel, psychologique et relationnel à l'âge adulte. Coercition sexuelle. Non féminin. Ça, c'est un type de violence conjugale. En fait, c'est les tactiques, ça réfère à des tactiques qui sont utilisées pour contrôler l'autre, pour contraindre, pour forcer l'autre à faire ce que l'on veut. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est des activités sexuelles contre son gré. Ça peut inclure des menaces, de la pression, du chantage ou d'autres formes de manipulation pour amener la personne à faire les comportements, à consentir ou à faire les actes sexuels que l'autre personne veut. Tu sais, ça fait depuis que le monde est monde là, que la sexualité se résume un peu à la pénétration. Parce que c'est ce qui fait des bébés, c'est parce que c'est ce qui est interdit. Il y en a pour qui, lorsqu'il y a pas de pénétration, c'est pas du vrai sexe. C'est là que ça fait la différence. Fait qu'on traîne quelque chose dans notre collectif imaginaire depuis vraiment très longtemps. Donc, on parle ici d'une pression qui est invisible. On parle pas d'actes que je pourrais raconter puis que mon ami dirait, ben voyons donc, il a fait, c'est pas comme ça. C'est comme une trame de fond dans laquelle on évolue comme humain dans notre société, dans notre culture, dans notre religion, dans nos croyances. Donc, cette trame de fond-là, on l'a internalisée, c'est dans nous, c'est dans nos valeurs, dans nos croyances. Il y a quelque chose qui est là, parce que c'est dans la trame de fond, dans l'air ambiant. Par contre, on n'est pas conscient de ça. Fait que c'est beaucoup plus dur à se rendre compte de l'impact de tout ça sur nous-mêmes et notre sexualité. Donc, la pression, elle est plus subtile parce que c'est une trame de fond qui est invisible. Elle est plus subtile qu'une pression qui pourrait être mise par une personne. Est-ce que ça fait que ce type de pression-là, il est moins violent? Ça dépend comment on définit la violence. Tantôt, j'ai défini la violence comme étant un acte pour contraindre ou pour imposer envers une autre personne. Fait que si c'est ça, oui, c'est moins violent parce que c'est pas
C'est pas le partenaire qui va imposer quelque chose à l'autre pour lui-même ou elle-même. Fait que c'est pas le partenaire qui est en train de commettre un acte de violence. C'est pas comme ça. On est ailleurs. On est dans une forme de violence systémique, une violence culturelle, une violence cachée. Et c'est là qu'on va avoir des études qui montrent que les cultures pour qui ces éléments traditionnels d'imposer la pénétration, par exemple, comme étant l'ultime ou la seule façon d'avoir une éjaculation, par exemple, ou donc ça doit être fait, vont imposer aux femmes, surtout, beaucoup plus de pression, beaucoup plus de pression à aller vers ces actes-là, même s'il y a de la douleur, même s'il n'y a pas la volonté. Et là, il y a des chercheurs, des auteurs qui vont nommer ce hidden trauma, ce trauma caché qui va être véhiculé dans nos sociétés, plus qu'on est dans des visions traditionnelles qui sont axées sur cet élément-là. On peut donc pas utiliser les termes agression sexuelle ou violence sexuelle au sens juridique si une personne est pas contrainte par une autre à avoir une activité sexuelle. Natacha Godbout me disait que le fait de se poser des questions sur notre envie d'avoir ou pas une relation sexuelle quelconque, ça n'a pas vraiment d'étiquette, de nom concret. On pourrait simplement nommer ça par « la personne ne sait pas »,« la personne est ambivalente, elle hésite ». Mais si cette personne-là décide d'avoir un rapport sexuel alors qu'elle est encore en train de se demander si elle veut l'avoir ou pas, là, ça peut faire mal. Ça se pourrait que la personne sente qu'elle s'est fait violence. Et là, c'est à la personne de revenir à dire, OK, tu sais, qu'est-ce qui fait que je me fais violence? Je le fais pour quelle raison? Et est-ce ma décision? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je décide de faire ça et pourquoi? Fait qu'il y a tout un travail d'introspection, de clarté pour diminuer la confusion. Puis c'est dur, hein, parce que les personnes vont se dire « j'ai pas le goût d'aller voir là ». Imagine que je me rende compte que j'aime pas ça, que je me décide à l'intérieur de moi que je veux plus. Tu sais, c'est comme c'est menaçant. Alors que le déni, puis faire comme je continue sans trop y penser, ben des fois, c'est un évitement réconfortant. L'évitement, ça sert à ça des fois aussi, hein? C'est pour pas se confronter, puis pas dire « OK, ben merde, je vais peut-être me ramasser à devoir en parler, devoir dire à l'autre personne que je veux plus ce type d'acte sexuel-là, et là, comment il va réagir. » Fait qu'il y a des gens qui vont rester dans l'ambivalence très longtemps et qui vont en souffrir eux-mêmes longtemps. Et ça va se dégrader avant qu'ils puissent aller affronter là, la situation. T'étais-tu allé faire des commissions ce matin ou je sais pas quoi? Ah, il fallait que j'aille chercher mon vélo. Qui était au bout de la rue. Ouais, c'est ça, au bike shop, au bout de la rue. Les témoignages que vous allez entendre ici représentent des petites parcelles de grands parcours de vie. Ces personnes-là qui ont accepté de parler ouvertement de leur rapport à la sexualité et à la pénétration à quelqu'un qu'elles connaissent très peu m'ont partagé leur interprétation du moment sur leur vécu. Ce serait trop simple de dire que l'injonction à la pénétration, c'est la seule et unique cause des différents sentiments désagréables que ces personnes-là ont pu ressentir. Souvent, la pression d'inclure la pénétration dans notre sexualité, elle vient avec un paquet d'autres contraintes et de stéréotypes en lien avec la sexualité et notre âge, notre identité de genre, notre origine culturelle, notre sexe, name it. Je m'appelle Nour Simon. Je suis une personne non-binaire ou créative dans le genre. J'aime mieux créative dans le genre. Non-binaire, c'est plus parce que les gens comprennent plus rapidement, d'habitude. Puis, je suis pansexuel. Pansexuel, qui est attiré sexuellement par une personne, peu importe son genre. Quand j'ai parlé à Nour de mon projet de documentaire, Yael me dit qu'elle avait beaucoup de choses à dire par rapport à toutes sortes de pressions qu'on peut se mettre en lien avec la sexualité et particulièrement avec la pénétration. Nour, c'est une personne assignée homme à la naissance et c'est plus tard qu'elle a compris que dans son cas, l'identité de genre, c'était pas aussi simple. Être un homme, ça veut dire devoir aimer plein de choses en matière de sexualité pour être socialement valorisé.
dont pratiquer la pénétration en étant la personne qui pénètre, puis surtout avoir des relations sexuelles uniquement avec des femmes cisgenres hétérosexuelles. Et avant, Nour voulait correspondre à ces attentes-là. J'ai grandi dans un contexte ultra religieux. Ma famille, ma mère est une personne catholique pratiquante, très 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 stricte, très old school. Puis mon père est d'origine égyptienne et de la minorité copte orthodoxe, qui est la minorité autochtone d'Égypte. Puis c'est aussi une communauté extrêmement rigide, religieusement très, très stricte. Tout ce qui avait rapport à la sexualité de près ou de loin, c'était absolument un secret. Symboliquement, ça m'a beaucoup marqué. Les pages dans les encyclopédies qui avaient rapport à la physionomie masculine, féminine, ou à la sexualité, mais mes parents les avaient découpées. Ça fait qu'il manquait des pages dans les dictionnaires, puis dans les livres à la maison, tellement c'était... Fait que... ouais, puis tout ce qui avait rapport aussi à l'homosexualité, c'était n'importe quelle diversité de genre ou d'expression de genre était extrêmement tabou. Dès qu'il y avait quelqu'un dans la famille ou dans notre entourage qui faisait un semblant de coming out, la personne disparaissait de notre entourage. Là. Fait que c'était... oui, c'était assez... c'était assez strict et rigide. J'ai beaucoup fait l'amour dans le boisé derrière chez mes parents parce que il fallait pas que mes parents le sachent, il fallait pas que les parents de mes partenaires le sachent parce que c'était un contexte ultra religieux. Il fallait que tout soit caché, ça fait que tout était dans la rapidité, la vitesse. Fallait faire ça vite puis efficace, puis en même temps que ça soit le fun, puis en même temps que ça soit genre incroyable parce que tous les films de l'époque, puis genre fallait que ça soit comme à la télé. Puis aussi la responsabilité, tu sais, les rôles masculins, le rôle masculin, déjà j'étais pas à l'aise avec. Puis les pressions de ce que ça devait être un homme, ça c'était stressant de Christ. Tu sais, fallait être bandé au bon moment, puis genre faire la drill, puis là genre qu'avec la drill ton ou ta partenaire jouisse en hurlant. puis assez rapidement j'avais des problèmes érectiles parce que je veux dire j'étais stressé que le Christ. Puis ça c'était full tabou, puis c'est encore full tabou. Fait que tu sais tout ça il y avait beaucoup d'incohérences puis de tu sais beaucoup trop de questionnements puis ça faisait beaucoup de bruit dans la tête pendant des actes qui auraient dû être juste plus simples, plus doux. Longtemps, je me suis senti assez inadéquate dans ma sexualité. J'avais beaucoup de plaisir, mais j'avais toujours quelque chose en arrière de la tête qui me disait qu'il y avait de quoi qui clochait. Je me posais beaucoup de questions. Je me demandais, tu sais, mon corps est-tu correct? Je suis trop grosse? Le fait que je sois grosse, as-tu un rapport avec mes problèmes érectiles? Avec le temps, j'ai compris que c'était plus complexe que ça, puis que c'était pas nécessairement moi qui avait un problème. C'était plus mon éducation, puis ma perception de moi, puis aussi les partenaires vers qui j'allais. C'était pas de leur faute intrinsèque, mais dans le sens que vu que je me connaissais mal aussi, puis que j'avais pas un bon imaginaire de ce qui était possible avec mon corps, j'allais vers des scripts dans lesquels je jouais juste pas le bon rôle. J'avais pas rapport là-dedans.
Le temps passe, la gang, là, puis on a des bières dans le frigo. Ça te tente... Est-ce que ça te tente de partager une bière? Est-ce que c'est pas ouais? Pour le son, je pense pas que ça va être tannant, même comme... On va pas l'avoir pendant que tu parles. Je vais pas l'avoir pendant que tu parles. J'avais envie de parler à un couple composé d'un homme et d'une femme pour le documentaire. C'est comme ça que Loïc et son chum Seb m'ont invité chez eux un soir de décembre pour parler de sexualité et de vulnérabilité. Fait que salut, moi c'est Sébastien. Je m'identifie comme un homme, puis un homme hétérosexuel. Moi, c'est Loïc. Je suis une femme cisgenre et je me considère bisexuelle. Moi, de mon côté, la sexualité, ça remonte un peu quand même à assez tôt dans ma vie, j'ai l'impression. Honnêtement, d'aussi loin que ce que je peux me rappeler, je me souviens avoir des petits livres qui parlent de sexualité adaptée à l'âge que j'avais à l'époque, puis ça évoluait avec mes différents anniversaires, si je peux dire. Dans le fond, c'est ça. Ma mère, elle m'a tout le temps un peu parlé de ça. Elle s'est tout le temps assurée que je comprenne surtout le corps humain. C'était quelque chose de plutôt pragmatique, mais je pense que ça a fait en sorte que ça n'a jamais été un sujet tabou ou difficile à aborder pour moi. Donc, dès le départ, avant même d'avoir des relations sexuelles, ça a déjà été quelque chose qui m'intéressait. Évidemment, au départ, le script qu'on connaît, qui est de préliminaire. Oui, merci. qui est de préliminaire, pénétration vaginale, orgasme. C'était un peu juste ça, que je connaissais, que mes amis connaissaient aussi. Même probablement que ma mère connaissait, principalement dans le sens qu'elle m'avait jamais parlé de ce qu'il fallait faire pendant l'acte, mais il y avait des choses que je me souviens, c'était comme, ça, faut pas vraiment faire ça, ou des trucs comme ça. Fait c'était un peu ça qui m'intéressait à la base. Puis c'est ce que j'ai fait avec mon premier partenaire, qui était mon chum à l'époque, tout ça. Les deux, c'était notre première fois. Fait que les deux, on découvrait ce script-là précis. C'était plaisant, c'était nouveau, c'était intéressant. Mais assez rapidement, j'ai eu l'impression d'avoir un envie de comme découvrir des trucs, d'essayer des nouvelles affaires. Je savais pas quoi ou comment essayer des nouvelles choses. Mais j'avais déjà cette curiosité-là. Puis, ouais. C'est sûr qu'au niveau émotif, j'ai l'impression que peut-être ça a peut-être joué un petit peu sur mon bien-être à certains moments dans cette relation-là, dans le sens que autant que je me sentais comme que j'avais de la curiosité au niveau de la sexualité, autant que à cette époque-là, je pense que j'avais aussi de la misère à peut-être le communiquer, ce qui faisait en sorte que peut-être je me sentais pas comprise, mais aussi je savais pas comment l'expliquer. Je me sentais comme si je sortais un petit peu de l'ordinaire en me posant ces questions-là. Donc, soit que je me sentais pas bien tout le temps, ou je me sentais comme si je devais pas avoir cette curiosité-là. Mais, ouais, je me sentais peut-être des fois inconfortable à cause... Je me sentais... Est-ce que j'étais normale? Est-ce que c'était correct que je me pose ces questions-là? Comment est-ce que je pouvais l'expliquer? Des trucs comme ça, là. Lorsque la personne ressent la pression culturelle ou pression sociale, rappelons-nous qui est internalisée. C'est comme si elle devient notre, hein? C'est rendu à l'intérieur de nous. On va éprouver, ces personnes-là vont éprouver une gamme de sentiments qui sont complexes et variés. C'est pas toujours les mêmes. Je te donne des exemples. Le stress et l'anxiété, qui est un premier exemple. Fait que c'est une forme de stress à se conformer à ce que je pense qui doit être fait, à la norme, à ce qui doit être à la hauteur d'une sexualité correcte ou dans lequel je ne vais pas me juger moi-même ou avoir l'impression d'être jugée négativement si je ne me conforme pas moi-même à une norme que je crois être la bonne chose à faire. C'est pour ça que vous parlez de internaliser, oui. Parce qu'on dit « je pense qu'il faut que je j'agisse le crois. Comme ça ». Je l'ai développé, j'ai cette certitude, ou j'ai internalisé cette croyance à l'intérieur de moi. J'ai parlé de stress, d'anxiété, mais je continue avec culpabilité et honte. Les individus vont se sentir coupables, vont se sentir honteux, l'impression de ne pas être prêt, de ne pas être à l'aise, de ne pas être à la hauteur. Les personnes ont tendance à se dévaloriser. Parce que j'ai mal, parce que j'ai pas envie, je ne suis pas
j'ai pas la valeur, j'ai pas une estime, ça va enlever l'estime de soi, l'estime sexuelle de soi, tu sais, à quel point je me vois comme une bonne personne à la hauteur en termes de personne sexuelle, mais même contaminée au niveau de l'ensemble de l'estime de soi, c'est possible aussi. Fait que toute l'autodévaluation, on peut même aller jusqu'à se sentir un peu déshumanisé, là, tu sais, je suis pas à la hauteur, je suis brisée. Et enfin, je nommerais l'isolement. Un sentiment d'isolement. Je me sens pas comme les autres. J'ai l'impression que cette pression-là va faire en sorte que si je me conforme pas aux attentes de ma culture, de l'autre personne, de ma communauté, eh bien, je me ramasse rejetée, potentiellement stigmatisée, seule, avec quelqu'un, qu'il y a personne qui va vouloir être avec moi. Donc, il y a toute cette idée-là internalisée de désaffiliation et d'isolement qui peut être introjectée aussi à l'intérieur. La pression d'inclure la pénétration dans ses relations sexuelles réduit au silence. Elle fait planer la honte. Elle coupe au couteau ce qui est bien et ce qui est mal. Elle débranche les canaux de communication entre nous. Et peut-être même la communication entre les parties de nous. Mais je m'appelle Caroline Arbour. Je suis physiothérapeute avec une expertise en santé des femmes puis en santé pelvienne. Et puis récemment, autrice aussi du livre « Habiter nos corps ». Premier bug, il y avait autre chose à ta question. Ça fait combien de temps que tu es physio? Oui, je suis physio depuis 2006. Caroline Arbour milite pour que les femmes apprennent à écouter les signaux de leur corps, à se permettre de mettre en dialogue leur corps et leur esprit. Parce qu'on a apparemment tendance à séparer ces deux entités-là. C'est une croyance qui date là, du temps d'Hippocrate là, qui nous a dit que la tête, c'était une chose, puis le corps, c'était autre chose. On commence à mieux comprendre de quelle façon, au contraire, c'est quelque chose de très, très lié. C'est notre esprit, nos pensées, notre cerveau est constamment en interaction avec notre corps puis avec le monde qui nous entoure. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé de l'approche périnéale, c'est que finalement, ça a été ma porte d'entrée pour avoir une perspective d'ensemble sur le corps. Donc, on a cet angle-là d'aborder le corps à partir de son centre. Puis c'est ça qui nous amène après ça à considérer toutes ces parties. Dans le fond, c'est que le périnée, c'est vraiment le centre du corps. C'est ce qui est au cœur du bassin, au cœur de nos organes ou autour de nos organes sexuels plutôt. Donc, c'est vraiment au centre du corps, puis c'est une perspective ou l'angle avec lequel on aborde le corps, finalement. Donc, on part de là, on commence par évaluer ce qu'il y a très plus spécifiquement à ça, mais ça nous aide à comprendre après ça ce qui se passe ailleurs dans le corps. Donc, que ce soit dans les genoux, dans les pieds ou même jusqu'à un certain point au niveau du bien-être global puis de la santé mentale jusqu'à un certain point, là, sans qu'on soit évidemment des experts de santé mentale. Là, on peut pas aller jusqu'à dire ça, mais ça touche de très près à la santé du périnée, là. On a parlé d'impact psychologique de l'injonction à la pénétration ou de plein de types d'injonctions qu'on peut ressentir par rapport à la sexualité. Mais apparemment, notre corps, nos muscles, nos nerfs peuvent aussi en être marqués. Quand on veut pas aller vers quelque chose, mais qu'on y va quand même, on y va avec une certaine retenue, OK? Tu sais, si quelqu'un me dit « va mettre ta main sur le rond de poil qu'il y a là, ça va être brûlant, mais vas-y pareil », bien, c'est sûr que je vais pas y aller dans la détente et l'envie. Donc, je suis pas à l'écoute des messages de mon corps. Fait que je trouve une façon de les bloquer. Puis plus je les bloque, moins je vais devenir capable de comprendre exactement ce que mon corps me dit. Donc, il y a une déconnexion qui se fait. Puis là, ça peut avoir l'air ésotérique, tout ça, mais c'est très, très concret au sens où le lien neuromusculaire peut se perdre avec le temps. La zone du cerveau qui représente, par exemple, le périnée ou le vagin, là, si on parle de douleurs sexuelles, va devenir plus floue, va devenir moins bien délimitée, moins précise.
Donc, on perçoit moins bien ce qui se passe là. On a moins de contrôle sur ce qui se passe là aussi. Donc, quand on veut apprendre à, par exemple, bouger ces muscles-là pour sortir de cette tension-là, puis amener du mouvement dans le corps, puis ramener avec ce mouvement-là de la circulation sanguine, qui sont tous des éléments, ce mouvement-là, cette circulation sanguine-là, c'est des éléments essentiels au plaisir. Donc, si on se déconnecte de tout ça, puis qu'on devient de moins en moins capable de faire ça, on expérimente de moins en moins de plaisir. On est de plus en plus au niveau du système nerveux central, on devient comme dans un état de vigilance qui est trop fréquent ou presque constant au final. Donc, ça met vraiment la globalité de notre personne dans un état qui est pas souhaitable, puis qui nous rend plus vulnérables à toutes sortes de douleurs, après ça, ailleurs aussi. Puis pas juste au niveau de la santé sexuelle. Là. Quand les muscles du plancher pelvien se contractent, s'ils se contractent très fort, ça a un effet de compression, comme de fermeture un peu du bassin. Ce qui est souhaitable si on veut soutenir nos organes ou retenir une envie de pipi ou être stable pour soulever quelque chose, par exemple. Mais si on se tient là trop longtemps ou trop souvent ou trop intensément, ces muscles-là finissent par ne plus être capables de relâcher suffisamment. Puis on a aussi besoin de ce relâchement-là pour, entre autres, avoir une pénétration qui est non douloureuse, pour avoir du plaisir, pour avoir des sensations agréables pendant une relation sexuelle, qui ait une pénétration ou pas, mais aussi pour bouger nos jambes de façon confortable, pour bouger notre dos de façon confortable. Donc, ça finit par... Ça nous prédispose aussi à des douleurs au dos, à des douleurs aux hanches, au bassin. Puis là, c'est là qu'il y a comme un effet domino là, qui peut se passer. Il y a beaucoup aussi de... Il y a beaucoup de honte associée à tout ça. Puis quand on a honte de quelque chose, que ça ait rapport à notre intimité ou pas, on a tendance à vouloir le cacher, puis à s'en détacher, puis à s'éloigner de tout ça finalement. Mais si cette honte-là est ancrée au centre de notre corps, comment on fait pour s'en détacher? On se déconnecte de cette partie du corps-là. Là. Je pensais que l'injonction à la pénétration pouvait seulement s'inviter dans un de nos territoires intérieurs, celui de la sexualité. Mais elle pourrait s'incruster dans les fentes de toutes les facettes de nous, finalement. Elle pourrait être là, juste un peu là, quand on se penche, quand on court, quand on veut fermer la porte de notre char avec notre pied, quand on danse n'importe comment pour faire rire un ami. Elle pourrait nous pétrir jusque dans nos gestes les plus simples. Puis selon Nour, on participe un peu tous et toutes à la faire vivre. Je pense que l'injonction à la pénétration est renforcée puis existe dans l'imaginaire de presque tout le monde, indifféremment de leur genre et de leurs organes génitaux. Je pense que les hommes cis ont été très drillés et entraînés à être des perceuses. c'est l'image qui m'est toujours venue en tête. Mais je pense aussi que les personnes avec des vagins ont été entraînées à le demander. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. De ce que j'entends des hommes cis, il y a l'air d'avoir un plaisir peut-être plus répandu à la pénétration, puis une assez grande absence de connaissance de leur propre plaisir d'être pénétré, qui fait qu'il y a de leur côté, je pense, très peu d'attente d'être pénétré parce que ils pensent que c'est juste pour les personnes homosexuelles. Ce serait mon a priori. Puis j'ai l'impression que du côté des personnes avec des vagins, la discussion est plus
commencer au moins sur le fait que il y a beaucoup de personnes avec des vagins qui aiment pas tant ça être pénétrées. Puis plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, c'est vraiment petit à petit. Là, j'ai éventuellement daté des personnes non-binaires qui se questionnaient sur leur genre puis qui avaient un rapport à leur corps qui était en mutation, en transformation. Je pense que c'est assez fréquent dans les communautés trans que la pénétration est remise en question. Tu sais, que c'est pas un automatisme parce qu'il y a plein de personnes qui ont un rapport particulier avec leurs organes génitaux pour toutes sortes de raisons. C'est les premières fois où on m'a dit moi il y a pas de pénétration dans ma sexualité, j'étais comme OK. On peut avoir de la sexualité sans pénétration. OK, c'est what shall we do? Puis c'est ça, là, j'ai découvert d'autres pratiques. J'ai commencé à découvrir le BDSM aussi. Puis en plongeant dans les pratiques BDSM, j'ai réalisé, en fait, une des beautés des communautés BDSM, c'est qu'il n'y a rien qui est pris pour acquis. Puis je pense que c'est la beauté des rapports que j'entretiens en ce moment. Je pense que c'est beaucoup là-dessus. Je me sens beaucoup moins dans des jeux de pouvoir non désirés. Il reste clairement des vestiges de ma sexualité passée puis de mon héritage, de mon éducation, surtout dans les premières fois avec des nouvelles partenaires. C'est très lié avec la pénétration, puis aussi avec le fait que il y a une attente que vu que j'ai un pénis, je pénètre. J'ai encore de la difficulté à nommer rapidement à des nouvelles partenaires que pour moi, d'être pénétré, c'est plus intuitif que de pénétrer. Donc, c'est surtout, je pense, avec mes partenaires qui ont des vagins. Surtout dans les premières fois qu'on connaît pas quelqu'un, il y a des attentes qui sont j'ai encore l'impression qu'ils sont un peu inévitables, ces attentes-là. C'est des discussions qui sont pas toujours faciles à avoir, même dans les milieux queer maintenant. Je dois être juste des personnes queer, puis je pense qu'il y a une plus grande ouverture que j'ai jamais eu de ma vie consciente, mais il y a encore des choses qui demandent peut-être 2 ou 3 dates avant d'aborder. Là. Puis, entre autres, la pénétration, je pense que ça fait partie de ces sujets-là qui sont comme... Ce serait le fun que ce soit plus facile de l'aborder, mais le tabou est pas encore... Je pense pas que c'est pour moi en tout cas, puis dans les communautés queer, je pense pas que c'est un tabou un restant de petite gêne, tu sais. J'ai encore une gêne. C'est... ouais. Dans le prochain épisode de Contre toute attente. Tu sais, si on veut savoir ceux qui sont experts dans ce qu'ils font, à qui tu demandes pour ceux qui sont bons en sexe? Right? Donc, on peut se définir selon différents rôles, selon différents statuts, et l'expérience de la sexualité, le développement sexuel, les comportements sexuels qu'on aura vont composer une partie de notre identité. Donc, c'est tout un processus de déconstruction de juste en arriver à avoir une sexualité en tant que personne handicapée. Pour la plupart des gens, genre les personnes handicapées n'ont pas de relations sexuelles, là, tu sais.